Depuis la Martinique, le chef de l'État a lancé un appel à destination de la communauté internationale. L'appel de Fort-de-France, les conclusions du sommet Caraïbes-Climat rendront compte des réalités climatiques de notre zone. Et parce qu'un sommet de chefs d'État se déroule aussi en coulisses, nous vous ferons vivre dans ce journal les à côté de cette visite présidentielle. Cohue médiatique, impression des Martiniquais après avoir rencontré le président. Nos journalistes vous feront vivre l'envers du décor. Et dans le reste de l'actualité, nous parlerons aussi des nombreux longs week-ends du mois de mai. Les jours fériés tombant pour la plupart un vendredi, rares sont les écoliers qui retrouvent les chemins des classes le samedi. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Avant de développer les titres de notre édition, je vous propose de retrouver l'entretien accordé par François Hollande à notre chaîne. Il a répondu aux questions de Kathleen Bilascopette ainsi qu'à nos confrères de Martinique Première et RCI. Monsieur le Président de la République, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accorder cet entretien à Martinique Première, ATV et RCI. Vous venez de présider ici en Martinique le sommet régional sur le climat, réunissant une trentaine de dirigeants des pays de la Caraïbe. Ils vous ont fait part de leurs difficultés à gérer les problèmes de développement causés par un dérèglement climatique dont ils ne sont que très peu, voire pas du tout responsables. En lançant l'appel de Fort-de-France, vous dites vous engager à porter la voix de ces États insulaires en décembre prochain à Paris. Quelle garantie que cet appel soit réellement entendu face aux grandes puissances mondiales et alors que de précédents accords internationaux sur le climat ont échoué? Ce qui s'est produit ici à Fort-de-France est un événement considérable. Parce que d'abord, ça a été le rassemblement de toute la Caraïbe. Les chefs de gouvernement, chefs d'État même, ministres, qui sont venus pour exprimer à la fois une très grave préoccupation, le dérèglement climatique qui peut engendrer cyclones et catastrophes, et en même temps une volonté de se faire entendre et une volonté de proposer un certain nombre de solutions avec la France. Il se trouve que la France organise à Paris la conférence sur le climat, donc je suis porteur de cet appel de Fort-de-France et je vais le traduire dans toutes les rencontres internationales que je vais avoir. Pas plus tard que dans quelques semaines au G7, les pays les plus riches de la planète, donc les pays les plus responsables du dérèglement climatique, puis ensuite à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre, et enfin au G20, les 20 pays les plus importants du monde, pour que nous puissions avoir un accord à Paris au mois de décembre. Mais ce que j'ai ici entendu, c'est qu'il y a dans la Caraïbe toutes les craintes que le dérèglement climatique se produise ici pour les États insulaires et que ça aurait des conséquences dramatiques. Donc l'appel de Fort-de-France, ce n'est pas un appel de la Caraïbe, c'est un appel du monde au monde pour qu'il y ait un accord à la fin de l'année. Alors dans l'immédiat, comme vous le savez, la Martinique et la Guadeloupe sont envahies par des algues sargasses. 60 000 tonnes en ce moment. Ségolène Royal a annoncé jeudi dernier un plan de lutte de 2,5 millions d'euros, comprenant notamment la création de brigades vertes abondées par des emplois aidés. 2,5 millions d'euros comparés aux 134 millions d'euros accordés à la Bretagne en 2010 pour lutter contre ces algues vertes qui sont infiniment moins nombreuses. Comment peut-on réussir à éradiquer des algues vertes, avec des algues sargasses, avec aussi peu de moyens? Et est-ce que l'état de catastrophe naturelle sera accordé aux communes qui le demandent? Alors, le plan qui a été présenté par Ségolène Royal, c'est un plan de ramassage des sargasses. Ce n'est pas un plan de lutte contre l'éradication de ce phénomène qu'on connaît mal encore aujourd'hui. Donc, il était très important que des emplois aidés puissent être dégagés afin d'assurer aux communes, et notamment aux communes qui sont les plus frappées, parfois des communes touristiques, le ramassage qui est absolument indispensable. Mais maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, c'est-à-dire faire travailler nos chercheurs, nos laboratoires pour savoir exactement qu'est-ce qui explique ce phénomène. Vous parlez des algues vertes en Bretagne, on a mis du temps avant de comprendre ce qui se produisait et de traiter. Donc il y aura un deuxième plan, la recherche, et un troisième plan, le traitement. Et même on pourra utiliser ces sargasses pour valoriser ces déchets et pour faire en sorte que ça puisse être réintroduit dans l'économie circulaire, que les déchets puissent servir à produire de l'énergie. Mais nous n'en sommes pas là. Ce qu'il faut, c'est ramasser, puis ensuite connaître et enfin éradiquer. Et ça va prendre du temps, mais nous lutterons contre ce qui est une menace très sérieuse, y compris pour la santé de la population. Il faut y faire très attention. Et donc, j'ai mis en place tous les moyens de surveillance et également d'alerte par rapport à ce phénomène. Monsieur le Président, l'avenir de l'université préoccupe beaucoup d'entre nous ici. Sous votre quinquennat,
nous sommes passés d'une université des Antilles et de la Guyane à une université de la Guyane qui a été officiellement créée au mois de janvier dernier. Mais en ce qui concerne l'université des Antilles, elle n'est toujours pas officiellement créée. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe, pour quelles raisons, et surtout qu'il y a de nombreux jeunes qui se posent la question de savoir s'ils vont venir faire des études ici dans nos régions, ou est-ce qu'il ne fait pas mieux d'aller à l'extérieur? Qu'est-ce que vous leur dites à cela? Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans cela? Non, ce qu'on a voulu, c'est que la Guyane puisse avoir sa propre université et qu'il y ait finalement davantage de moyens qui puissent être donnés à l'université Martinique-Guadeloupe, de façon à ce que les Antillais puissent aller dans cette université pour suivre un parcours d'excellence. Je veux aussi que l'université Martinique-Guadeloupe puisse être ouverte à l'ensemble de la Caraïbe pour faire venir tous les talents. Et on facilitera cette venue d'étudiants également de la région. Donc tous les textes vont être pris et toutes les procédures seront engagées pour que l'université ait non seulement le statut qui est indispensable, les moyens, et j'ai même ajouté aujourd'hui qu'il y aurait un IUT qui serait créé ici en Martinique, un département d'IUT et un département pour la Guadeloupe, ce qui fait 2 départements d'IUT dans cette université. Moi, je veux que les Antillais se forment dans leur université. Ça n'empêche pas qu'ils puissent aller dans d'autres universités, et notamment dans l'Hexagone. Mais là, nous devons aussi donner à cette université des moyens de recherche, parce qu'il n'y a pas d'université s'il n'y a pas de recherche. Et là encore, des moyens seront dégagés. L'université, Monsieur le Président, est également fragilisée par une affaire de détournement présumé de fonds au sein de l'un de ses laboratoires, le CEREGMI. À près de 9 millions d'euros de subventions européennes, plusieurs rapports de la Cour des comptes, de Bercy, du Sénat ont pointé du doigt des incohérences de gestion au sein de ce laboratoire. Pourquoi l'information judiciaire ouverte il y a un an n'avance-t-elle pas si vite? Doit-on croire à des freins politiques à ce dossier judiciaire dans une année électorale majeure? Non, la justice, elle est indépendante. Et donc, elle travaille à son rythme. Moi, je préférais qu'elle aille plus vite, si vous voulez, mon propre point de vue. Parce que quand il y a un doute, une interrogation, une suspicion, mieux vaut la lever, ou s'il y a un manquement aux règles, sanctionner. Donc je veux que la justice puisse travailler librement, de manière indépendante, mais rapidement, parce qu'il ne peut pas y avoir cette tâche sur l'université ou sur un laboratoire de recherche sans qu'il y ait ensuite la vérité qui soit établie. Alors, on votera en décembre prochain, comme vous le savez, pour la mise en place de la collectivité unique en Martinique. C'est un grand chamboulement. Sauf que les élus sont inquiets sur le financement. Ils demandent 40 millions d'euros sur 5 ans. Qu'est-ce que vous leur répondez? L'État n'a pas d'argent, débrouillez-vous? D'abord, les élus ont voulu, avec la population martiniquaise, cette nouvelle organisation. L'État n'a pas imposé ce schéma. Il y a eu cette volonté d'une collectivité unique, et je pense que c'est un bon principe d'avoir fondu les compétences du département, de la région, pour donner plus de moyens et plus de force et plus de clarté. Mais nous accompagnons ce mouvement. Nous n'allons pas laisser la Martinique affronter ce qui est une mutation importante. Mais ça ne se traduit pas nécessairement par des subventions ou par des dotations. Nous allons, là aussi, à partir de janvier 2016, avec les élus qui seront choisis par les Martiniquais, faire en sorte que nous puissions accompagner, aider et aussi déléguer. Et j'ai fait cette proposition qu'avec la région, nouvelle collectivité, nous puissions, État, dire est-ce que vous voulez d'autres compétences? Est-ce que vous voulez des adaptations? Est-ce que vous voulez des expérimentations? Bien sûr, avec les moyens correspondants. Si l'État n'exerce plus certaines fonctions, il est bien légitime, si c'est la région qui le fait à sa place, que la région reçoive les dotations correspondantes. Voilà ce processus. Je pense que c'est très important ce qui va se passer en Martinique, parce que c'est une aspiration qui existe depuis des décennies, de vouloir avoir des moyens autonomes et d'avoir les capacités d'agir. Et donc l'État ne doit surtout pas se mettre en retrait en disant « débrouillez-vous, maintenant vivez votre vie ». Non, nous sommes dans la République, vous devez avoir plus de liberté, plus de responsabilité, mais aussi plus de solidarité. Monsieur le Président, on connaît vos préoccupations pour la question de l'emploi. Il se trouve que, selon une récente enquête ici en Martinique, c'est une préoccupation première pour les Martiniquais. À l'examen des derniers chiffres, on a beaucoup parlé de chômage des jeunes. Et surtout qu'on constate une baisse relative du chômage des jeunes. En revanche, chez les seniors, et on connaît les préoccupations s'agissant du vieillissement de notre population, dont vous avez fait l'écho d'ailleurs cet après-midi, on enregistre une augmentation de plus de 10% sur un an.
Que leur dites-vous? Doivent-ils se résoudre à cette fatalité? Le chômage est trop élevé. Dans l'Hexagone, il est encore plus élevé dans les Outre-mer. C'est ma priorité, la lutte contre le chômage. J'ai mis beaucoup de moyens, ici en Martinique, emploi d'avenir, les emplois aidés, faire en sorte que la défiscalisation soit pérennisée, clarifiée, simplifiée. Le CICE, c'est-à-dire le crédit impôt compétitivité emploi, pour baisser les charges, qu'il puisse y avoir un supplément pour les Outre-mer et notamment ici en Martinique. Faire en sorte que nous puissions, avec la collectivité future, regarder comment nous pouvons élargir cette défiscalisation. Mais si nous avons obtenu des premiers résultats, la baisse du chômage des jeunes, il y a la baisse qui n'est pas suffisante du chômage et il y a surtout la hausse du chômage des seniors. Et donc nous devons là aussi mettre des emplois aidés, nous devons créer de l'activité supplémentaire et ne pas considérer qu'à 50 ans, à 55 ans, il n'y aurait plus qu'à attendre l'âge de la retraite qui est pour quand. Donc il est très important qu'on mette un plan de développement économique. N'attendons pas toujours un dispositif, un mécanisme, un allègement ici. Maintenant, il faut créer le développement économique avec des infrastructures, avec des investissements. Et c'est ce que j'attends dans le rapport avec la future collectivité. L'État sera là. Nos régions vont bientôt bénéficier d'un cyclotron, équipement médical majeur dans le traitement des cancers. Il sera implanté en Martinique, vous l'avez confirmé, mais la Guadeloupe pourra aussi avoir le sien à ses frais. Qu'est-ce qui a déterminé votre arbitrage en notre faveur? D'abord, il y a eu une étude, parce que je voulais que les choses soient établies. Ce n'est pas l'État qui vient, le président de la République fait un cadeau ou un geste. Moi, je n'ai pas du tout cette approche de l'action politique. Si un équipement doit être créé, c'est qu'il doit répondre à des besoins pour la Martinique et des besoins pour l'ensemble de la région caribéenne. Et il y avait là toutes les conditions pour avoir un cyclotron qui puisse être efficace et qui puisse être utile. La Guadeloupe veut avoir son propre cyclotron. Elle en a bien le droit, mais il n'y aura pas les mêmes accompagnements. Mais le président Lurel considère qu'il veut aller dans cette direction. Donc nous aurons, et c'est très bien ainsi, aux Antilles, 2 cyclotrons, sans doute un qui sera plus important que l'autre. La coopération régionale de la Caraïbe, on en parle beaucoup depuis plusieurs décennies. La Martinique a intégré récemment le ICS. Il est question qu'elle intègre également la CARICOM. Il est question aujourd'hui de diplomatie territoriale. Oui. Alors sur ce point, à l'heure où de nouvelles perspectives s'ouvrent, notamment avec Cuba, jusqu'où l'État est prêt à accompagner nos régions pour faciliter notre intégration économique régionale, caribéenne singulièrement? Et lorsqu'on sait à quel point, par exemple, les difficultés de circulation sont si importantes, n'est-ce pas là d'ailleurs un handicap pour cette coopération, cette intégration caribéenne dont on parle? Il ne s'agit pas simplement de participer à des organisations, à siéger dans des conseils ou des assemblées. Non, il s'agit d'avoir des projets communs à l'espace caribéen. Et on a donné l'exemple de la santé, avec le cyclotron. Il y a les connexions, il y a les ports qui peuvent être, notamment ici en Martinique, en Guadeloupe aussi, des lieux, des équipements qui peuvent transporter des marchandises pour toutes les Antilles. Moi, je veux que la Guadeloupe et la Martinique puissent être davantage tournées vers l'économie de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale. À cet égard, je fais un long déplacement, puisque je suis allé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, je suis aujourd'hui à Martinique, c'est trop court d'ailleurs, mais il fallait que j'aille visiter toutes les îles, et demain je suis en Guadeloupe. Je vais aller à Cuba et après à Haïti. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit dans le même ensemble que les Antilles puissent se développer. Alors qu'est-ce que vont faire les représentants des collectivités dans ces coopérations? Ils vont pouvoir mettre en œuvre des projets communs. Lorsqu'il y a des financements qui sont appelés, c'est bien normal d'en discuter avec l'État. Lorsqu'il s'agit de créer des espaces de coopération, il n'y a pas besoin d'avoir l'autorisation de l'État. Donc moi, je vais laisser une grande liberté à nos représentants, ceux qui auront été élus par les Martiniquais, par les Guadeloupéens, mais aussi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Ce sera le même processus. Et la diplomatie française suivra ce mouvement. Et lorsqu'elle sera appelée, elle sera là. Mais je vais vous faire une confidence. C'est une chance pour la France. C'est une chance considérable. Car grâce à nos outre-mer, grâce à Martinique, Guadeloupe notamment, on peut rayonner sur l'ensemble d'une zone qui va s'ouvrir à nous, à la France, à vous, mais à nous tous.
Et si je suis aussi bien accueilli, enfin, j'espère, à Cuba et à Haïti, c'est parce qu'on regarde la France comme étant voisine. Et donc c'est normal que les collectivités puissent représenter la France et que la France tire avantage de cette situation géographique extraordinaire. Moi, je considère que c'est un atout considérable que la France soit la deuxième puissance maritime, que moi, je suis président de la République aujourd'hui, je suis dans tous les continents considéré comme appartenant à un continent. Je vais en Amérique du Nord, on considère qu'avec Saint-Pierre-et-Miquelon, je peux parler aux Canadiens et aux Américains du Nord, et je vais dans la zone Pacifique, je peux parler à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande. Ici, je peux parler à l'ensemble de l'espace caribéen qui me regarde grâce à ces collectivités comme un voisin et comme un ami. Une dernière question, Monsieur le Président. Vous inaugurez demain en Guadeloupe le Memorial Act dédié à l'esclavage. Mais là-bas, comme ici, comme vous le savez, il y a eu une grosse polémique en janvier dernier à la suite de votre propos lorsque vous aviez dit que la Shoah est le plus grand crime jamais commis contre l'humanité. Ne craignez-vous pas, en tenant de tels propos, de hiérarchiser les génocides et quelque part d'encourager la concurrence des mémoires? Et que répondez-vous aujourd'hui à ces voix qui s'élèvent chez nous et dans la Caraïbe pour demander réparation pour l'esclavage? Il y a plusieurs questions. D'abord, je vais inaugurer une réalisation portée par la région Guadeloupe, le Memorial Act. Ça faisait des décennies qu'il était souhaité qu'il y ait un monument qui puisse parler des mémoires et de la mémoire de l'esclavage et de la traite. Il y avait un certain nombre de lieux qui existaient, y compris dans l'Hexagone, il y avait des lieux dans le monde, en Afrique notamment. Mais là, dans les Antilles, il va y avoir ce monument. Et qui va permettre de retracer ce qu'a été l'histoire de l'esclavage et de la traite. Et il ne s'agit pas d'avoir une volonté de mettre une hiérarchie entre les crimes contre l'humanité. C'est ce qu'on a pensé en vous entendant. Le génocide, la Shoah, ça a été l'extermination du peuple juif par les nazis. Là, pour l'esclavage, c'était bien antérieur, mais là, il ne s'agissait pas d'éliminer, il s'agissait de soumettre, il s'agissait d'esclavagiser, il s'agissait d'exploiter. On ne va pas faire des gradations dans le crime, mais donc il était très important que je sois là pour dire ce qu'était et ce qu'a été ce crime contre l'humanité de l'esclavage et de la traite. Après, il y a une autre question qui est la réparation. Mais Césaire avait déjà dit l'essentiel là-dessus. Ce monument correspond aussi à une forme de réparation mémorielle. Et nous avons aussi un devoir qui est de lutter contre l'esclavage aujourd'hui. Parce qu'on pourrait se dire, mais c'était il y a bien longtemps l'esclavage. Mais il y a encore des hommes qui sont, des femmes, des enfants qui sont transportés sur des navires par des négriers qui les laissent couler en pleine mer Méditerranée. Il y a des jeunes filles qui sont enlevées, violées, vendues sur le marché aux esclaves. En Irak ou en Syrie, il y a des personnes qui sont traitées comme du bétail, comme de la marchandise. Et donc nous devons lutter contre l'esclavagisme des temps modernes, de l'exploitation des enfants. Donc c'est aussi ça le message qui va être prononcé et qui va pouvoir éclairer ce que nous faisons à travers cet acte mémoriel nécessaire qui est celui de la création de ce lieu de mémoire. Merci, Monsieur le Président, merci à vous accordé cet entretien. Votre voyage donc se poursuit en Guadeloupe, à Cuba et en Haïti. Bonne route. Au revoir. Merci à vous. Montée des eaux, gestion des risques majeurs, énergie renouvelable. La région Caraïbe est aujourd'hui fortement impactée par le dérèglement climatique. Comment rétablir l'équilibre? C'est l'un des enjeux de ce sommet où la France joue un rôle important. Ce sommet Caraïbe Climat n'aurait pas eu lieu sans la trentaine d'États et de territoires caribéens présents. Tous ont exprimé aujourd'hui leurs inquiétudes. On fait le point. Raël Renaud, voilà Narazafi Manansoua. Derrière ces sourires, beaucoup d'attentes. Cette trentaine d'États et territoires caribéens tirent la sonnette d'alarme. Le changement climatique n'est plus une menace, mais bien une réalité. C'est le cas de Montserrat, territoire confetti de 100 km². Il y a la destruction de nos plages, l'impact sur le mode de vie de nos populations. Avec la montée du niveau de la mer, nous devons délocaliser et reconstruire nos ports et aéroports. Nous devons nous préparer maintenant et nous avons besoin de l'engagement de la communauté internationale pour financer les fonds pour le changement climatique qui résoudront tous ces problèmes. On a besoin de beaucoup d'argent. Pour la région, il faut environ 100 milliards de dollars d'ici 2020.
Ces États caribéens sont très vulnérables au dérèglement climatique. Pourtant, ils n'émettent que 0,3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Nous avons eu des discussions fructueuses aujourd'hui. À moins que des actions importantes et urgentes ne soient prises par ceux qui produisent le plus d'émissions de gaz à effet de serre, comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le monde dans son ensemble court au désastre. Le but de ce sommet pourrait se résumer ainsi: l'union de ces petites îles fait la force. Des instances caribéennes sont venues, comme la CARICOM, pour préparer le grand sommet international de Paris. Nous voulons nous assurer qu'on se limite bien à un réchauffement global de moins d'1,5 degré. C'est notre survie qui en dépend. Nous voulons que l'argent soit disponible pour aider les États en développement, en particulier, à s'adapter au changement climatique. Les îles de la Caraïbe n'attendent qu'une seule chose, un accord contraignant pour lutter contre le changement climatique. Verdict en décembre prochain lors de la conférence internationale sur le climat de Paris. Et dans la matinée, le président s'est rendu place de la Savane pour un dépôt de germes au monument aux morts. L'occasion aussi pour François Hollande de s'exprimer sur certains sujets, tels que la vie chère ou bien encore sur l'esclavage. Une cinquantaine de personnes l'attendaient à Fort-de-France et lui ont réservé un accueil chaleureux. Voilà Narazafi Manansoua et Elodie Toto. Un salut à la foule à son arrivée au monument aux morts. François Hollande apparaît souriant devant la cinquantaine de personnes présentes. Une assemblée peu nombreuse, mais accueillante. Bonjour. On vient manifester notre soutien si on est d'accord avec lui, quoi. Moi, je le suis un peu. J'ai dit, il y a quelque chose qui m'a plu entre Ségolène Royal et François Hollande, la petite main à la hanche. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Que c'est beau! Des Martiniquais mais aussi des touristes se sont massés derrière les barrières. Et pour certains, la star n'était pas le président. Que j'admire énormément Madame Taubira, ses lettres, sa politique aussi, son amour d'Aimé Césaire. Puis voilà, pour la soutenir dans son poste de ministre face à toutes les attaques qu'elle peut rencontrer via le Front National. Un chef d'État et un gouvernement appréciés par ceux qui ont fait le déplacement. Et devant les journalistes, François Hollande aborde des thèmes chers aux Martiniquais. Ce que je vais faire cet après-midi, c'est des annonces pour que le développement que nous pouvons organiser ici en Martinique ou en Guadeloupe puisse créer davantage d'emplois privés. Donc la vie chère, c'est bien sûr un thème, mais l'emploi, ça reste partout le thème principal. Dernière poignée de main et salut à la foule, il traîne dans l'air comme un air de campagne électorale. En 2012, François Hollande avait obtenu 68% des suffrages en Martinique. Et merci d'être revenu. Mais non, revenu. Et la première halte du voyage officiel, c'était tôt ce matin au cimetière La Joyau. François Hollande s'est recueilli sur la tombe du chantre de la négritude, Aimé Césaire. Un passage obligé selon le président Louis Sabas. C'est accompagné de Jacques Césaire, fils d'Aimé Césaire, que le président de la République se rend sur la sépulture du chantre de la négritude. Dépôt de gerbes et recueillement. Aujourd'hui, c'est en tant que chef d'État qu'il se rend au cimetière de La Joyau. Passage obligé pour cette tournée dans les Antilles. C'était un homme rare, un homme exceptionnel qui a donné beaucoup de fierté aux Antilles, à la Martinique, et qui est devenu un grand auteur français à l'échelle du monde. Et qui a en plus embrassé des causes, qui étaient les causes de la justice, qui étaient les causes de l'émancipation. C'est pour ça qu'il n'était pas imaginable de venir ici dans ce déplacement caribéen sans m'incliner devant la tombe d'Aimé Césaire. Georges-Paul Angevin, ministre des Outre-mer, Christiane Taubira, garde des Sceaux, la ministre de l'écologie Ségolène Royal, le président de l'Assemblée nationale et des élus locaux de Guyane et de Guadeloupe rendent hommage à Aimé Césaire. On constate aussi la présence de personnalités du monde culturel. Je suis venue déjà une fois, je ne sais plus à quelle occasion, j'ai l'occasion de passer ici, de venir sur la tombe d'Aimé Césaire. Je suis ravie de revenir avec le président de la République, bien sûr. Surtout avant l'inauguration de ce joyau que nous avons aussi en Guadeloupe, le Memorial Act. C'est demain que le président de la République inaugurera le Memorial Act, le lieu de mémoire dédié à l'esclavage. La cérémonie aura lieu à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Nous vous en parlions dans notre édition spéciale ce midi. Le président a été accueilli vertement dès son arrivée sur le tarmac hier soir. Une mobilisation de manifestants l'attendait devant l'aéroport.
En cause, un autre dossier brûlant en Martinique, la scission de l'Université des Antilles et de la Guyane. Aujourd'hui, l'intersyndicale UA Martinique a profité du passage du président de la République pour être reçu par un conseiller présidentiel. Écoutez les propos recueillis par Myriam Bouakoula. Nous aimerions maintenant que le président de la République prenne ses responsabilités. Nous aimerions savoir en fait quel nom nous mettons sur le diplôme des étudiants. Voilà. C'est-à-dire que les enseignements se sont déroulés dans de bonnes conditions, qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais nous aimerions simplement savoir quel est le nom que nous mettrons sur le diplôme des étudiants. Voilà. Est-ce que ça sera effectivement l'Université des Antilles? Et donc il faut que le président prenne une position claire pour affirmer qu'il soutient l'Université des Antilles. Et face aux élus locaux, le chef de l'État a fait de nombreuses annonces. Cyclotron, Université des Antilles, coopération avec les États de la Caraïbe. L'allocution de François Hollande a été reçue différemment que l'on soit de gauche ou de l'opposition. Guillaume Bacoul. Ce discours de François Hollande était très attendu ici à l'Atrium par les politiques présents. On peut dire qu'ils n'ont pas été déçus, il n'y a pas eu de langue de bois. Le président a abordé tous les thèmes polémiques, cyclotron, collectivité unique, coopération régionale, Université des Antilles. Alors il y a eu un certain nombre d'annonces, annonces qui n'ont pas été reçues de la même façon, que l'on soit du côté de la majorité ou de l'opposition. Si nous construisons un cyclotron, ce n'est pas simplement pour la Martinique, ça doit être pour l'ensemble de la Caraïbe. Il y aura donc un cyclotron à la Martinique pour la Caraïbe. Applaudissements nourris, élus satisfaits. Le chef de l'État s'est engagé sur le cyclotron, Université des Antilles ou la négociation avec les États de la Caraïbe, même s'il n'est jamais rentré des détails chiffrés. Un discours longuement applaudi et particulièrement apprécié côté majorité, associé à de nombreux projets de propositions de loi, notamment au travers de Serge Etchimi. Je trouve une France désormais ouverte, qui est prête à entendre nos propositions, on n'est plus sur le mode de la réclamation et qui aujourd'hui a accepté que nous puissions travailler de pair avec elle tout en exprimant une identité très forte, celle de la Martinique. Mais écoutez, on n'est jamais rassuré à 100%. C'est-à-dire qu'on demande, nous sommes écoutés, mais dans la traduction même des promesses, je dis qu'il faut attendre pour voir. Maintenant, le président a entendu nos doléances. J'espère effectivement qu'il tiendra compte j'ai envie de dire, des promesses qu'il nous fait aujourd'hui à l'Atrium. Côté opposition, on regrette pêle-mêle un manque d'engagement ferme, mais surtout une connivence entre le président de la République et l'Alliance au pouvoir. Je savais le contenu de ce discours puisque ça avait été télécommandé déjà par avance. Comment on peut me dire que les élections n'ont même pas encore eu lieu, qu'on va signer déjà des contrats à ce niveau-là? On a un président qui est partisan, c'est son droit le plus absolu. Ça ne va pas entamer ma détermination à être candidat pour la prochaine Assemblée unique de Martinique. Il a effectivement abordé tous les sujets, un peu l'université, sans rentrer dans les détails. C'est un peu le bémol que je vois, le reproche un petit peu, sans rentrer vraiment dans le détail de l'université. Et puis il a aussi abordé le cyclotron, et là c'est quand même une bonne nouvelle. Il y aura un cyclotron en Martinique, mais là encore, le problème c'est qu'il dit qu'il y aura 2 cyclotrons. Finalement, on retrouve le Hollande qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas trancher. Si d'après de nombreux observateurs, la tournée caribéenne de François Hollande a des allures de campagne politique, le président de la République aura sans doute marqué quelques points, mais aussi fait grincer beaucoup de dents. Et au sortir de cette rencontre, la plupart des élus étaient ravis de l'intervention de François Hollande. D'autres étaient plus sceptiques, notamment à droite. Ce qui a fait l'unanimité sur cet échange, c'est la qualité du discours de Josette Manin, la présidente du Conseil général. Reste que chacun a su, dans ses divers discours, trouver une thématique qui lui parle. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Fanny Marceau et Michelet François. J'étais fière de savoir qu'il était entouré de femmes. Parce que vous savez tous que derrière tous les grands hommes, il y a des femmes qui sont cachées et qui font un travail formidable. Alors fiers de cette démonstration de force et nous allons continuer d'avancer. Le président Letchimy lui a demandé une aide par rapport à l'AFD, puisque comme vous le savez, pour refinancer les dettes sociales et fiscales des hôteliers, nous attendons donc ce refinancement via l'AFD avec une garantie de la région. Le message a été lancé, apparemment il a été entendu. Un certain nombre de réponses à des préoccupations que nous avons, en tout cas sur la collectivité unique. C'est vrai que l'aide de l'État, la contribution de l'État à la fois sur les moyens techniques, humains, c'est évident. Maintenant sur les aspects financiers, je pense qu'il faut qu'on reste un petit peu encore en attente parce que les choses ne sont pas encore clairement posées. Alors je crois qu'il y a eu quelques éléments positifs d'annonce claire, l'affaire du cyclotron, l'IUT pour l'université avec des moyens renforcés, la nécessité d'organiser
la coopération dans un cadre qui soit bien défini, en disant que tout ce qui est bon pour la Martinique est bon pour la Caraïbe, est aussi bon pour la France. Mais il y a eu beaucoup d'annonces, en matière de jeunesse. On verra ce qui sera fait, mais quand même une satisfaction, le cyclotron, qui est quand même une bonne nouvelle. Pour la Caraïbe, aussi des annonces, c'est une bonne chose, mais on verra ce que ça donnera au résultat. Le discours de Jetmané a été remarquable. Il a été remarquable, il a été très fort, très puissant. Elle a employé un certain nombre de termes et elle a interpellé le président et même la France en général. Tout ce nombre de choses, j'ai trouvé ça remarquable. Mais enfin maintenant, il faut approfondir les choses car les choses ne sont pas si simples que ça. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons en quoi les nombreux longs week-ends du mois de mai posent débat. Le taux d'absentéisme au lendemain de jours fériés interpelle parents et enseignants. Et le saviez-vous, tous les samedis, la Croix-Rouge dispense des formations aux gestes de premier secours. Nous avons assisté à l'un d'entre eux, images à suivre. Mais avant, quand il y a visite présidentielle, il y a aussi cohue médiatique. À Madiana, parmi le millier de personnes qui s'étaient rassemblées devant le Palais des Congrès, 70 médias nationaux et internationaux étaient sur place pour contenir ces journalistes. Le cinéma s'est transformé en une véritable forteresse. Hélène Renaud nous montre les coulisses de ce sommet. Un bus 100% électrique, voilà de quoi donner le ton de la conférence Caraïbes Climat. Cette navette gratuite transporte les personnes du parking de la plage de Madiana au Palais des Congrès. On n'a pas de levée de vitesse, on n'a pas de bruit de moteur. C'est tranquille, c'est génial. L'initiative fait l'unanimité auprès des passagers. Ça va réduire l'effet de serre. J'aimerais bien qu'il y ait plus de bus électriques en Martinique. Une ambiance électrique à l'intérieur aussi. Ici, les journalistes se retrouvent dans leur Élysée. Le fast-food se transforme en salle de presse pour la 70aine de journalistes nationaux et internationaux. Au menu, un dispositif de sécurité musclé pour vérifier la présence d'explosifs ou d'armes éventuelles. Et sauf badge spécial, les journalistes sont bloqués dans cette salle de presse. C'est une chose à laquelle on s'habitue quand on couvre des réunions internationales en tant que journaliste. Il y a des barrières, des restrictions, mais après tout s'arrange, on arrive à parler à notre cible. Donc, je ne suis pas frustré. Si certains prennent leur mal en patience, d'autres sont un peu plus déçus de l'organisation. C'est un peu frustrant d'avoir du mal à trouver ce dont on a besoin. Et les gens ici ne semblaient pas avoir les bonnes informations, ils ne comprenaient pas autre chose que le français. La bonne chose ici, c'est la nourriture. C'est réconfortant. Un pain au raisin pour se consoler et il faut déjà se remettre au travail. Il est 10h30, ce journaliste télé transfère les images à Paris en tenant compte du décalage horaire. Les échéances sont en gros à 12h45 et à 19h45 pour nous, donc ça fait du moins 6 ici. Le soir, ça va donner quelque chose à 13h45. Donc là, par exemple, dans 3 heures. Ça laisse du temps quand même. Dehors, c'est l'effervescence. La cible de la nuée de journalistes vient tout juste d'arriver. Et les conclusions du sommet Caraïbes Climat ne resteront pas vaines. La France sera la voix de la zone Caraïbe en décembre prochain. Une conférence internationale où devrait se prendre de nouvelles orientations en matière d'écologie. Plus de précisions avec Loïc Régis. Sans forcer le trait, je dirais que tout commence ici. Et que c'est en exprimant la voix des États insulaires que les plus grands pays seront mis devant leurs responsabilités. Nous ne faisons pas une réunion régionale, nous faisons une réunion mondiale. Parce que c'est ici que le sort du monde peut se décider. Une problématique internationale qui concerne donc également la Caraïbe. François Hollande présente cette conférence comme une rencontre capitale pour la France. Le chef de l'État rappelle la vulnérabilité de la zone face au changement climatique, une zone déjà très exposée. Le président précise qu'un plan de prévention devrait se mettre en place entre les 31 pays participants aujourd'hui. Renforcer l'information, obtenir de meilleures analyses, mais surtout de nouvelles infrastructures, notamment près des côtes. Des pays comme Haïti se sentent particulièrement concernés. La question du transport doit être modernisée. Le reboisement, on parle souvent de moins de 4% de couverture forestière ou végétale en Haïti. Il faut totalement revoir ça. Il nous faut rentrer dans la modernité avec une institution qui gère ce domaine aujourd'hui, qui puisse intégrer la question des changements climatiques dans les plans de développement. Autre enjeu de taille, le développement de l'énergie renouvelable.
François Hollande a cité la Martinique comme un exemple à suivre dans le bassin caribéen, misé sur la géothermie, les éoliennes, l'énergie solaire ou encore la biomasse, des alternatives crédibles pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Nous avons besoin d'une alliance plus large. Et celle que nous construisons ici, avec la Caraïbe, est, je pense, une alliance symbolique et fructueuse. Il y a urgence, en effet. 70% des catastrophes naturelles dans le monde sont liées au dérèglement climatique, soit 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Le Caraïbe Climat 2015 est une rencontre préparatoire à la COP 21, une conférence internationale qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Objectif principal, conclure un accord général qui n'hésitera pas à sanctionner les pays les plus polluants. Autre enjeu de taille, la création d'un fonds vert de 100 milliards de dollars par an en 2020 pour permettre aux pays de lutter contre le dérèglement climatique. La conférence de Paris devra mettre en place de façon concrète des outils. Depuis la Martinique, François Hollande a lancé l'appel de Fort-de-France, un appel qui devrait avoir une résonance mondiale. Et François Hollande poursuivra sa visite dans les Antilles françaises avec un passage en Guadeloupe. Le président de la République assistera demain à l'inauguration du Memorial Act. Il s'envolera ensuite pour la grande région en Haïti ainsi qu'à Cuba. Dans le reste de l'actualité, nous vous en parlions hier dans notre édition. Un homme de 27 ans a été tué par arme à feu lors d'une risque hier soir, quartier Cosmy à Trinité. Peu avant 19 h, une violente dispute éclate entre 3 hommes. L'un d'entre eux, armé d'un couteau, blesse un autre. Ce n'est qu'après cela qu'un homme armé tire et blesse mortellement l'un des protagonistes. Le tireur a été identifié, mais il reste activement recherché par les forces de l'ordre. Et la nuit a aussi été mouvementée à Fort-de-France hier. 1 heure après, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été blessé par balle, quartier Volga-Plage. L'homme a reçu une balle à la hanche après une violente dispute devant un commerce. Il a été conduit conscient, mais dans un état grave à l'hôpital Pierre Zobda Quitman. L'auteur des faits est là aussi activement recherché. Et en ce week-end prolongé, les écoles ont enregistré un fort taux d'absentéisme. Il faut dire que les nombreux jours fériés qui jalonnent le mois de mai tombent pour la plupart un vendredi. Le samedi venu, rares sont les écoliers qui retrouvent le chemin des classes. Faudrait-il revoir les dates fixées sur le calendrier scolaire? Parents et enseignants se posent la question. Myriam Boakoulet. Fin de matinée dans cette école primaire de Fort-de-France. Les élèves sont peu nombreux durant les samedis de week-end prolongés. Pour les enseignants, le constat est flagrant. On a remarqué qu'un nombre important d'élèves absents sur une classe par exemple de 22 élèves. Par exemple aujourd'hui j'ai 8 élèves où certains parents écrivent carrément un mot nous disant dès le jeudi que leur enfant ne sera pas là le samedi puisqu'ils seront soit hors du département ou pas disponibles pour venir à l'école. La réforme des rythmes scolaires est pointée du doigt, surtout en ce mois de mai. À Fort-de-France, le choix du samedi comme jour de classe est vivement critiqué. Donc, quand il y a des jours fériés, c'est justement pour pouvoir sortir avec les enfants, faire des activités, se retrouver en famille. Donc le fait qu'ils courent le samedi matin, ça casse un petit peu le rythme. Là, je l'ai envoyé à l'école parce qu'on n'avait rien de prévu. Mais si on avait ne serait-ce qu'un week-end de prévu hors du département ou ailleurs, eh ben, il ne serait pas allé à l'école, il aurait raté l'école. Je vous avoue qu'avec les jours fériés et du mois de mai, c'est pas évident. Côté syndicat, on s'interroge. Je pense que c'est un peu trop tôt et vous savez, l'absentéisme était déjà présent avant les rythmes scolaires, lorsque les élèves avaient cours, avant 2008, lorsque les élèves avaient cours le samedi matin, on déplorait effectivement un absentéisme le samedi matin. Donc il se peut que la réforme ait accentué cet absentéisme, mais il faut quand même ne pas se focaliser sur le samedi matin. Il faut également savoir si le mercredi matin pose problème. Et c'est bien pour cela que nous demandons au rectorat des chiffres que nous n'obtenons toujours pas et que nous avons, nous, décidé de lancer notre propre enquête pour qu'on puisse avoir effectivement un recul suffisant. Les syndicats étaient entendus ce matin en marge de la visite présidentielle. Ils espèrent des réponses concernant la réforme des rythmes scolaires. Plein feu pour continuer sur cette opération hebdomadaire de la Croix-Rouge. Chaque samedi, une formation aux gestes de premier secours est dispensée dans les locaux de l'association à Fort-de-France. L'objectif, prévenir les accidents et avoir les armes pour pouvoir sauver une vie dans l'attente des secours. Isabelle Ferrière a suivi l'un de ces cours. Madame, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Si vous m'entendez, clignez les yeux. À l'aide, à l'aide! S'étouffer à table, perdre connaissance, faire un malaise. Personne n'est à l'abri d'assister à ce type d'incident ou d'en être victime soi-même.
Apprendre à réagir, c'est tout l'objectif de cette formation. C'est le premier palier du secourisme et c'est les interventions de la vie quotidienne qu'on peut rencontrer chez soi, sur son lieu de travail, dans la rue, n'importe où. Comment mettre quelqu'un qui a perdu connaissance en PLS, comment pratiquer un massage cardiaque chez quelqu'un qui ne respire pas. L'objectif, c'est de maintenir en vie une victime jusqu'à l'arrivée des secours médicalisés. Cette formation aux gestes de premier secours se déroule chaque semaine. En majorité, elle attire des femmes, souvent pour des raisons professionnelles. Dans le cadre de mon travail, je suis amenée à côtoyer des enfants, des adolescents et également des adultes. Donc ce serait intéressant de pouvoir réagir face à une situation et appliquer ce qu'on a appris aujourd'hui durant cette journée. Également au programme, la gestion des catastrophes naturelles. Sur une île comme la nôtre, cet enseignement est d'autant plus utile. On est sur une île, on peut être amené à être coupé de tout si un cyclone est un peu trop fort, s'il y a un tremblement de terre ou bien si même la montagne peut les décider de péter. Nous serons les premiers à pouvoir secourir les éventuelles victimes. Les claques au niveau de l'omoplate, pareil. Si le corps étranger étant sorti, on va basculer notre victime tout en maintenant la nuque. Au total, 500 personnes suivent cette formation chaque année. À l'issue de cette journée, ils repartiront titulaires d'un diplôme de secourisme et fin prêts à sauver des vies. Un mot sur la qualité de l'air pour terminer. Faire des activités en plein air reste fortement déconseillé si vous avez une santé fragile. La procédure d'alerte est maintenue. La faute à la pollution en particules fines due à la brume de sable. La qualité de l'air pour ce dimanche est mauvaise, l'indice prévisionnel étant de 9. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, on se retrouve dans une poignée de secondes avec l'actualité sportive du week-end avec Stéphane Lupon.